Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande FAQ de fin d'année. Nous avons souhaité pouvoir répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Nous allons revenir évidemment sur les résultats de ces élections législatives. Nous allons également parler du changement de nom de votre média, de Livre Noir à Frontières, des nombreux projets de la rentrée de septembre, parce que par exemple nous allons lancer une application mobile, renforcer l'équipe, également avoir de nouveaux bureaux. C'est ici pour l'instant, c'est pas complètement installé. Nous allons également parler du prochain magazine de Frontières, La haine du blanc, alerte sur une épuration ethnique en Afrique du Sud, que je vous invite d'ores et déjà à commander sur le site internet www.frontiersmedia.fr, et de nombreuses autres questions que vous nous avez posées. Alors c'est Louise qui va justement Bonjour. faire un peu le relais de vos questions. Donc tu en parlais justement, beaucoup de nos abonnés se posent la question. Nous étions Livre Noir, on devient Frontières. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ce changement de nom? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Livre Noir au début, c'était un média qui était une chaîne YouTube d'entretien et qui petit à petit est devenu un média reconnu par le ministère de la Culture, et ensuite qui s'est positionné sur le reportage et désormais l'enquête. Moi, depuis le début, j'avais le souhait qu'on devienne, et j'assume ce terme, une sorte de Mediapart de droite. Il y a encore du chemin à faire. Et donc, il y a à la rentrée de septembre de nouveaux développements qui vont être réalisés. Alors là, effectivement, on a déménagé dans ces studios. On augmente très largement la surface, parce qu'on a 130 mètres carrés. On va renforcer l'équipe. Aujourd'hui, on est 14, on va passer à 19 personnes. On va lancer également une application mobile qui va nous permettre aussi d'aller sur une stratégie de couverture de l'actualité à 360 degrés, avec une équipe presse écrite renforcée, près d'une vingtaine d'articles par jour. On reviendra un peu sur ces projets, et donc un développement qui est vraiment important dans la mesure où depuis 9 mois déjà, le média a très largement évolué, avec notamment ce magazine trimestriel. Et donc, avec cet objectif aussi, l'année prochaine, de passer le cap du milliard de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook et également YouTube. Et donc, il y avait le besoin de base de changer de nom pour incarner justement cette transformation, cette ambition. Également, Livre Noir, c'est un nom auquel moi je suis très attaché, puisque je me souviens encore l'avoir trouvé, c'était dans un champ, dans la banlieue de Bruxelles, pendant le confinement, où justement je réfléchissais avec ma fiancée aujourd'hui pour savoir quel nom on pouvait trouver, un nom adapté aussi à YouTube. Donc évidemment, j'y suis attaché, mais Livre Noir aujourd'hui peut-être a une connotation qui va être un petit peu plus sulfureuse, un peu plus liée à YouTube, un peu plus jeune. Donc je ne voulais pas que dans 3 ans, quand on aurait atteint nos objectifs, parce qu'on a des objectifs jusqu'à l'horizon 2027, on regrette de ne pas avoir opéré ce choix. Et là, on peut le faire. Il y a une stratégie, ceux qui connaissent aussi, de référencement qui va commencer à partir de septembre avec nos nombreux articles. Et donc, il fallait se positionner aussi sur un nouveau nom. Alors maintenant, il fallait trouver le bon nom, dans la mesure où à chaque fois, de toute façon, le nom n'est pas si important. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Moi, au tout début de Livre Noir, la majorité des gens me disaient que c'était un mauvais nom. Et aujourd'hui, heureusement, certains y sont très attachés, et moi le premier. Et donc, pourquoi choisir le nom de Frontières? D'abord, on ne souhaitait pas avoir un nom neutre. Voilà, on n'est pas Combini, Brut. Je ne crois pas dans la neutralité. Il ne fallait pas évidemment un nom repoussoir, mais on a voulu trouver un nom qui signifiait quelque chose aussi pour notre média. Et on pense que la notion de frontière est la notion qui va définir les prochaines décennies en termes de clivage politique. D'abord, la notion de frontière évidemment migratoire, ce sur quoi on a une véritable spécialité dans le média, en ayant fait absolument toutes les routes migratoires, en ayant fait notre premier magazine sur l'immigration, en ayant un comité stratégique avec des personnalités comme Xavier Driancourt ou Thibault de Montbrial qui sont spécialisés sur ces questions migratoires. Mais ce n'est pas seulement cela. On est dans un monde où aujourd'hui justement il n'y a plus de limites, où on a des responsables mondialisés, politiques, qui veulent mettre fin justement à toute notion de frontières, qui sont dans un monde multiculturaliste. Mm. Et nous, on aime bien dans notre média, en fait, aller toucher du doigt ces fameuses lignes jaunes, aller sur les bordures, toucher justement la limite. Et donc, on va essayer d'aborder de façon générale les frontières aussi bien politiques, les frontières intellectuelles, philosophiques, bioéthiques également. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a le souhait, par exemple, de mettre en place l'euthanasie, la GPA auprès de nos responsables politiques qui pensent que le progrès, il est absolu. Et donc, cette notion de frontière avec un S, parce que justement, on voulait montrer qu'il y en avait énormément,
était déterminante. Et donc, ça nous tenait à cœur de le faire. C'est un changement de nom qui est plutôt très bien passé. On est évidemment content. On l'a fait d'ailleurs juste avant cette campagne des élections législatives. Et donc, ça a permis aussi, voilà, je pense que c'était au bon moment. On s'implante. Évidemment, il y a des abonnés qui peuvent être déçus parce que, comme moi, on est attaché. J'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire qu'on a fait le travail. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire. Et donc, l'aventure là-dessus, elle continue. Justement, qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle direction est-ce qu'on va prendre avec ce changement de nom? Tu parles d'un changement d'équipe, d'ailleurs on double quasiment l'effectif, et de nouveaux bureaux. Ça va être quoi l'objectif derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, je pense que depuis que je fais du journalisme, ça veut dire depuis 4 ans, c'est la première fois que j'ai vraiment les moyens, les ressources, le temps pour faire ce que je voulais faire depuis le début. Je l'ai dit, c'est-à-dire un Mediapart de droite qui soit qui ait en même temps une dimension généraliste et puissante sur les réseaux sociaux. On a pu le faire parce qu'on a fait une bonne année. Il faut le dire, une excellente année en termes de vues. Rien que sur le dernier mois, on a pu cumuler par exemple 100 millions de vues sur Twitter. On a passé le cap des 150 000 abonnés, donc aujourd'hui on est sur l'ensemble des réseaux sociaux à plus de 850 000 abonnés. On a fait également un très bon lancement de notre magazine, donc évidemment ça a apporté des ressources financières, on y reviendra tout à l'heure, et une base d'abonnés nécessaire de 5 000 abonnés, on avait demandé à l'atteindre justement, et donc ça nous permet justement à la rentrée de septembre de faire ça, de mettre en place ce projet. Alors qu'est-ce qu'on va faire? À la rentrée déjà, il y a ces nouveaux bureaux, il faut savoir qu'avant on était à Nation, dans les quartiers de gauche, c'était compliqué. On était dans une sorte d'immeuble, un peu, voilà, on était les uns sur les autres, on avait 80-85 mètres carrés. Là, c'est beaucoup plus grand. On est à 5 minutes de l'Assemblée nationale, donc on est vraiment au cœur des lieux aussi qui sont appelés de pouvoir institutionnel. On a à peu près 140 mètres carrés, et donc on va pouvoir installer de véritables studios ici, les aménager. On a justement un sous-sol pour le faire, et donc lancer des formats, par exemple à la rentrée. On va lancer une matinale de 8h à 9h en direct tous les matins, du lundi au vendredi, une matinale justement que tu nous fais le plaisir d'animer à la rentrée. Ça va nous permettre de couvrir tous les sujets. On va pouvoir aussi développer un ensemble de nouveaux formats, et donc pour pouvoir aussi reprendre une stratégie YouTube qu'on avait un peu délaissée cette année, mais également avoir toute une série, voilà, de sujets, des éditos, des chroniques de nos journalistes, etc. Voilà, cette matinale, elle va vraiment être importante. On va construire un studio juste derrière moi, donc il va y avoir un peu des travaux pendant tout l'été. Là, il faut savoir qu'il y a 35 mètres cubes de matériel qui sont un peu partout, des cartons, Ouais. etc. Les législatives ont un peu bousculé toute notre emploi du temps. Je pense que tout le monde rêve de partir en vacances. Et donc, on va faire un beau studio, un studio un peu radio. Donc, ça va être une très belle émission, un très beau format qui incarne ces nouveaux formats qu'on va faire. On va faire également beaucoup plus de décryptage quotidien, débunkage. L'objectif, c'est tous les jours, dès qu'il y a une polémique qui monte, d'être en capacité de la débunker en vidéo, sur les réseaux sociaux, sur des articles, sur tous les formats, pour justement être en réaction et pouvoir contrer aussi les gens comme Check News, par exemple, de Libération. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est au niveau de l'aspect vidéo, même si voilà, on pourrait détailler encore plus. On va lancer également, parallèlement, beaucoup de nos abonnés le demandaient, une application mobile. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 mois. Elle va être vraiment performante. Je pense elle est aussi efficace que les grandes applications mobiles des grands médias mainstream comme Le Monde ou encore comme Le Figaro. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ça va permettre vraiment à nos abonnés et non-abonnés, puisque il y aura des articles accessibles aux non-abonnés, de pouvoir s'informer au quotidien avec tous les matins, 7h du matin, nouveaux articles. Et on va du coup produire beaucoup plus d'articles, parce qu'aujourd'hui c'était plutôt limité, on se concentrait sur le magazine. Et donc on va être sur 20 à 25 articles par jour, entre les articles de reprise de l'actualité, parce que c'est important d'avoir l'information qui tombe, et les articles de fond et d'enquête. Donc ça c'est important, donc cette application mobile, il va y avoir aussi la possibilité d'y voir des documentaires aussi. Donc il y a 2 documentaires en ce moment qui sont justement en construction, dont le documentaire sur l'immigration. Et également, ce format radio, vous allez pouvoir avoir dans votre voiture le matin, lorsque vous allez au travail, avoir accès au player radio en direct, tout en en suivant Waze ou autre. Et donc, vous pouvez quitter l'application et ça tournera. Ça permettra d'être un peu comme ceux qui ont une voiture aujourd'hui, dans le DAB+, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est important pour vraiment être je vais pas dire dans la vie de nos abonnés au quotidien, mais de ne pas vous sentiez pas obligé d'aller voir à chaque fois d'autres médias. En fait, c'est important, à un moment donné, de fidéliser aussi les gens qui viennent. Pour ça, on va faire une nouvelle équipe.
Donc on passe de 14 personnes à 19 personnes, plus 2 ou 3 freelances qui vont aider. Donc évidemment, c'est un changement massif. On est en train de terminer la phase des recrutements, et donc on va renforcer le pôle communication pour toujours être plus présent, géré par David Allem, donc, qui est notre responsable de la communication digitale. On va renforcer la presse écrite et on recrute en ce moment aussi sur le pôle enquête, parce que l'objectif, c'est vraiment de poursuivre les investigations, le cœur de cible, mais en même temps, il faut pouvoir faire de l'audience, toucher du monde pour que quand on fait des enquêtes, ça touche un maximum de monde. Donc ça, c'est au niveau de l'équipe. Et il y a également, évidemment, un objectif de professionnalisation derrière. Hein. On recrute un directeur général qui va nous aider, professionnaliser, monter en puissance, travailler les relations avec les élus, avec les institutionnels, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important. Nos relations aussi avec nos donateurs et nos abonnés. Donc les abonnés, aujourd'hui par exemple, on construit un CRM pour pouvoir vraiment les suivre, faire du mailing, etc. Donc c'est plein de choses qui seront intéressantes. Et il y a des projets évidemment à la rentrée. On va se lancer aussi sur la couverture des élections américaines. On va lancer une grande campagne de dons, ça sera la semaine prochaine. Et donc normalement d'ailleurs au moment de la diffusion de cette FAQ, s'il n'y a pas de problème, je suis dans l'avion pour les États-Unis pour aller couvrir le GOP à Milwaukee. Donc c'est l'investiture de Donald Trump. Le but, c'est un peu, on reviendra tout à l'heure dessus, je pense, de faire l'anti-quotidien sur le sujet de cette campagne des élections américaines. Donc voilà, c'est beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Tu parlais tout à l'heure justement du fait de devenir un peu le Mediapart de droite et de nouvelles enquêtes. Est-ce qu'il y a des nouvelles enquêtes qui sont prévues? Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Alors là, il y a nos enquêtes et les grands reportages. Donc là, il y a le nouveau magazine donc sur l'Afrique du Sud. Succinctement, ça fait des années qu'on entend un petit bruit disant que les Blancs là-bas sont réprimés depuis la fin de l'apartheid, alors que quand vous allumez France Culture, vous entendez que c'est la nation arc-en-ciel, où il y a une réconciliation des Blancs et des Noirs, que tout va mieux depuis et que les lois raciales c'était avant, c'est plus maintenant. Et donc on a voulu aller sur place et on a aussi pu confirmer le fait qu'il y a effectivement des assassinats de fermiers blancs, près de 3000 depuis la fin de l'apartheid. On a vécu dans des fermes, ça dure à peu près 3 semaines. On a pu aussi enquêter sur les BILAW, c'est-à-dire ces lois de discrimination raciale qui ont poussé des travailleurs qualifiés dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et que vous voulez accéder au marché public, si vous avez des blancs dans votre entreprise, de facto, vous n'avez pas accès au marché public puisqu'il y a un système de quotas. Donc vu qu'il y a une logique concurrentielle, les entreprises se disent voilà, on ne va pas le faire. Donc il y a eu un scandale en 2021 à ce sujet où justement il y avait le leader d'un grand groupe pharmaceutique sud-africain qui avait dit ne recrutez pas de blancs, on risque de perdre des marchés. Donc il y a énormément de bidonvilles qu'on a pu visiter, dont le plus grand bidonville d'Afrique du Sud, Munseyville, où on a pu voir des enfants blancs, sans dents, complètement abandonnés, et les parents qui nous expliquaient que, alors qu'ils étaient qualifiés, ils ne pouvaient pas avoir d'emploi. Donc ça, c'est le genre d'enquête qu'on a pu faire. Il y a les enquêtes qui vont être dans le magazine aussi, des enquêtes sur Sauvegarde 93 par exemple, par Jules. Donc Jules Laurent, c'est lui qui est notre rédacteur en chef. Donc cette association, c'est celle qui était financée par l'État pour déradicaliser les djihadistes. Et en fait, on réalise qu'ils font de la propagande islamiste dedans. Il y a des enquêtes sur Bouscapé, le média rap aujourd'hui qu'on connaît. Une grande enquête aussi sur Rima Hassan, donc différents sujets dessus. On essaye aussi, on l'a vu je pense ces dernières semaines, de faire aussi de la révélation. On est les premiers à avoir, même les seuls à avoir diffusé l'affiche S de Raphaël Arnaud. On a fait de nombreuses révélations sur différents éléments qui nous valent d'ailleurs aujourd'hui des procès. Oui. Par exemple aussi sur l'équipe de la Jeune Garde qui a pu attaquer et pousser un jeune juif à Paris à crier Vive la Palestine. Donc on a fait ces révélations, ce qui nous a valu une plainte contre moi, contre le média et contre le média Occidentis aussi qui a relayé cette information. Et pour la rentrée à venir, alors on ne révèle pas évidemment nos enquêtes, on rappelle que notre cœur de cible, ça sera l'islamisme et l'extrême gauche. Donc Jules a toujours du temps pour le faire, hein. Il a à chaque fois 3 mois, il fait des news un peu de temps en temps, mais il a des enquêtes au long cours. Et on est en train de renforcer ce pôle pour se spécialiser sur la question de l'islamisme, continuer l'immigration. Moi, je cherche encore à aller au Niger. Donc c'est là où une nouvelle voie migratoire s'est ouverte, parce que depuis novembre dernier, avec là-bas justement le départ des Français, des Américains, le coup d'État, en fait, ils ont légalisé les métiers de passeurs.
Donc on peut rencontrer les passeurs qui font des interviews face caméra. Donc on va venir dessus. Donc sur les enquêtes, on va continuer, on va poursuivre. On développe aussi notre réseau et on a des très grosses enquêtes qu'on est en train de travailler qui sont en horizon 6 à 9 mois. Donc on se donne de plus en plus de temps justement pour les faire avec un objectif qui est essentiel, c'est d'être suivi par notre audience et par nos abonnés. Pour l'instant, ça a bien payé parce que ils aiment ce type de contenu qui coûte très cher, mais il va falloir continuer à le faire et l'application mobile va aider parce qu'il y aura une offre d'abonnement justement dessus qui est plus simple, qui facilite les choses. Mais voilà, le cœur de cible, au fur et à mesure, on va de plus en plus concentrer les choses sur les révélations, évidemment enquêter sur les gens du nouveau Front populaire qui risquent d'être au gouvernement et également sur la Macronie, donc développer vraiment ce pôle parce qu'en face, ils sont extrêmement bien organisés. On l'a vu sur ces élections législatives où ils ont su démonter l'ensemble des candidats RN. Ils ont des moyens qui sont colossaux. Ouais. Nous, on a pu le faire pour certains candidats du nouveau Front populaire, mais il faut amplifier la cadence. Totalement. Tu mentionnais le nom d'Occidentis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre le média Frontières et le média Occidentis qui n'est pas présent sur YouTube mais qui est présent sur Instagram principalement? Alors Occidentis, donc, c'est un média qui cumule plus de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui a passé le cap des 150 000 abonnés sur Instagram, ce qui en fait le premier média de droite sur Instagram, très largement devant tout le monde. Nous, on est à 100 000 abonnés par exemple sur Instagram, qui est présidé et qui a été fondé par David Alem, qui s'avère aussi être notre directeur de la communication digitale, donc qui fait un excellent travail sur les réseaux sociaux, un travail aussi de veille médiatique avec une équipe pour essayer de dénicher les informations, également recevoir aussi beaucoup d'infos qui tombent. Les abonnés d'Occidentis lui donnent beaucoup d'informations. Donc ça, c'est important. C'est un appel aussi aux sources qu'on fait ici, parce que le secret des sources permet aussi de protéger les policiers, les juges, les magistrats, les avocats, etc., les hauts fonctionnaires. Et depuis le mois de avril-mai, Occidentis a eu l'agrément qui lui permet d'être reconnu justement comme un média par le ministère de la Culture. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça lui permet vraiment de rentrer, on va dire, dans la cour des grands et de pouvoir justement avoir ces différentes protections et se développer, à terme aussi faire par exemple des dons défiscalisés pour être soutenu. On est dans une logique de partenariat avec Occidentis. C'est un peu comme si on incubait aussi Occidentis parce qu'on a des personnes qui travaillent dessus. Toi, tu passes à peu près la moitié de ton temps justement sur Occidentis. On a Quentin qui le fait également. L'équipe va être renforcée aussi dessus. Donc il y a une vraie logique de complémentarité et de partenariat dessus. Occidentis aujourd'hui a cette vraie force d'avoir une communauté extrêmement mobilisée, fidèle, qui aime aussi l'information instantanée et qui est sur l'actu pure, avec un volet terrain qui s'est de plus en plus développé cette année et qui va continuer à se poursuivre l'année prochaine, et donc qui permet aussi de pousser justement et de donner un écho aux enquêtes de frontières lorsqu'elles paraissent. On l'a vu sur la dernière enquête d'infiltration de l'extrême gauche, où justement Occidentis a pu pousser aussi ce sujet. L'objectif, c'est d'avoir aussi de fonctionner un peu dans une logique de groupe média, c'est-à-dire de pouvoir toucher toutes les strates de la société sur l'ensemble des réseaux sociaux, toucher les jeunes comme les moins jeunes. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire et qu'on va continuer à développer, parce qu'Occidentis va continuer à se développer l'année prochaine sur les différents réseaux sociaux, sur de nouveaux réseaux sociaux, avec de nouveaux formats également, parce que tout est produit aussi ici, justement dans les studios, et on profite de synergie de talents. Ça veut dire que on a des gens, justement, comme toi, qui va animer la matinale pour Frontières et qui, derrière, travaillent pour Occidentis. Donc, ça permet aussi d'optimiser un maximum l'équipe, les talents, lorsqu'on va se déplacer sur le terrain. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les médias se développent beaucoup à droite, on voit les médias du groupe Bolloré, par exemple, on est encore loin du compte. J'en parlais récemment. Sur les élections législatives, on s'est fait allumer par ce qu'on appelle la PQR, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale. On voit un Ouest France qui fait 800 000 tirages face aux 100 000 du JDD. On néglige beaucoup trop cet aspect-là. On est loin d'avoir gagné la bataille culturelle. Et donc, ce qui compte, c'est que les médias indépendants, ils se professionnalisent et ils montent justement en cadence dans ce qu'on essaye de faire aussi avec Occidentis. Qui dit Bolloré dit financement. Donc on reviendra à Vincent Bolloré juste après. Mais premièrement, je voulais te demander, les gens se demandent d'ailleurs, comment est-ce qu'on finance les médias? Alors sur Nos la médias. partie du financement, moi j'ai choisi vraiment la transparence. C'est d'ailleurs ce que fait assez bien Mediapart, qui permet vraiment aussi de dire aux gens, voilà où on en est, voilà où on peut aller, voilà ce qui manque.
Et ça, c'est important, cette transparence. À droite, on n'ose pas le faire. Je connais énormément de médias ou de jeunes journalistes où ils n'osent pas dire ben, on n'a pas d'argent, c'est compliqué, etc. Parce qu'à droite, c'est mal vu. Et à gauche, il y a des gens comme Blast qui lèvent 1 million d'euros parce qu'ils assument la transparence. Et donc, moi, je suis pour assumer la transparence quand ça va ou que ça va pas bien. Objectivement, aujourd'hui, cette année, on a réussi parfaitement à atteindre un équilibre parce qu'on dépense beaucoup. Donc, on a fait, pour vous expliquer un peu la structure des rentrées dans le média, parce qu'on se finance, de facto, on fait un autofinancement. On a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour à peu près le même montant en dépenses. Donc, ce qui est très important. Ce qui veut dire aussi que l'année prochaine, les dépenses, elles sont au moins les mêmes, qu'elles vont augmenter et qu'il faut que le chiffre d'affaires continue. Il faut qu'on continue à avoir des abonnés, il faut qu'on continue à avoir des ventes, sachant qu'on a en plus des procès de plus en plus en diffamation, etc., qu'ils font consolider, professionnaliser. Donc ça, c'est une phase évidemment de stress, mais que tout entrepreneur connaît, parce que c'est aussi une entreprise qu'on gère, mais qui fait que oui, il faut continuer à se professionnaliser. Sur ce million d'euros de recettes, on est sur 7% de dons, donc ce qui est assez faible. Moi, je tiens à ce qu'on ne vive pas à travers les dons, parce que je pense que si on ne vit qu'à travers les dons, on ne les fait pas fructifier. Nous, la promesse que je fais aux donateurs, c'est de lui dire, vous donnez 1 euro, moi je vais le pérenniser sur 10 ans en le doublant par 10. Donc c'est une sorte d'investissement avec le donateur. Et en même temps, il faut le continuer. Ça veut dire que 7%, c'est assez peu. Pour un média qui fait autant de vues que nous, on est encore très loin du compte et donc il faut qu'on développe ça, il faut qu'on développe nos relations avec les donateurs. Ensuite, on a à peu près 40% qui sont les ventes en kiosque. Donc cette année, on a fait des très bonnes ventes en kiosque. On fait 30 000 tirages et on en vend à peu près donc 30 000 tirages entre les envois aux abonnés et en kiosque, etc. Et on vend à peu près en tout, avec les précommandes, etc., on vend plus de 20 000 magazines. Et donc les ventes en kiosque sont importantes. On vend un magazine donc à 15 euros. Il y a après des commissions, les kiosquiers prennent 30%, etc. Il y a les frais, etc. Mais globalement, c'est quelque chose d'important. Donc il faut qu'on continue à consolider l'année prochaine les ventes en kiosque. Et il y a, ce qui est très important, les abonnés. Les abonnés, c'est notre cœur de cible. Pourquoi ? Parce qu'un abonné nous permet d'avoir de la pérennité. La vente en kiosque, on ne sait pas si le prochain magazine, les gens vont aller l'acheter ou pas. L'abonné, c'est au mois ou à l'année, il est renouvelé. Globalement, on fait à chaque fois du meilleur travail, donc on pense qu'ils vont continuer à se réabonner, mais ça nous donne de la projection. Je ne peux pas embaucher un journaliste en CDI si je n'ai pas la conviction qu'on a une base profonde et pérenne, qui ne soit pas du don, qui ne soit pas que du kiosque, qui soit vraiment de l'abonnement. Donc ça, on est à 40%, on a à peu près 5000 abonnés, mais l'objectif pour l'année prochaine, c'est de le doubler, de passer à 10 000, et c'est important. Malgré tout, par rapport à la gauche, on est encore trop faible sur cette partie-là. Il faut qu'on développe beaucoup plus les abonnés. On a atteint les objectifs qu'on voulait, mais par rapport à ce qu'on a fait, ça veut dire en termes d'impact, de vues, etc., pour moi, on aurait pu aller plus loin. Et donc, c'est l'objectif de l'année prochaine, et de sensibiliser les gens. Et en même temps, voilà, il y aura cette application mobile. Et ensuite, il y a 15% qui viennent à peu près de tout ce qui est publicité YouTube, partenariat, etc. Nous, on n'a pas comme les grands médias de la publicité par rapport au nombre de vues qu'on fait aujourd'hui. Si on avait la même publicité qu'ils ont à gauche, on aurait doublé notre chiffre d'affaires et donc on ferait énormément de marge, tout le monde pourrait mieux se payer, on aurait plus de moyens, plus de pérennité, etc. Aujourd'hui, on est de droite marquée, droite dite radicale sur les médias, donc on n'a pas cette partie-là. Et donc voilà, et il y a l'aspect YouTube, on va le continuer à développer parce qu'on l'a un peu négligé cette année. Donc voilà, on est vraiment sur une logique d'équilibre, de pérennité parce que c'est important. Moi je vois à chaque fois, on regarde Mediapart, parce qu'il faut toujours s'inspirer de ce qui se fait de bien d'un point de vue de modèle. Mediapart, c'est un média qui fait, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, 16% d'EBITDA, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie marge, ça leur permet de faire du bénéfice et ça leur permet justement d'être totalement indépendants et de pouvoir prendre des risques. Nous, on voit ce qu'on fait quand on fait des campagnes de dons. Une campagne de dons, pourquoi on la fait ? On ne la fait pas pour financer les salaires, on les fait pour financer les projets risqués. Ce qui me permet, moi, de me dire, au pire, on se plante, on ne fera pas écrouler le média. Et donc, c'est important. Donc, on l'a fait, par exemple, sur l'enquête extrême gauche, parce que mobiliser du personnel pendant 6 mois sur une enquête où on ne sait pas si ça aboutit, parce qu'on a commencé parfois des enquêtes où ça n'aboutit pas, ça coûte énormément d'argent, et donc il faut pouvoir s'assurer un matelas. Et c'est la même chose qu'on va faire par exemple sur la campagne des États-Unis, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif, parce qu'il faut professionnaliser, continuer à monter, et l'objectif de l'année prochaine, c'est de doubler tous nos chiffres, aussi bien sur les rentrées, parce qu'on va augmenter aussi les dépenses,
que sur le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. On est à 800-850 000, il va falloir passer à 1,5 million sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et je pense que c'est aussi ce que notre audience attend. Ils attendent un média où ils vont se dire, voilà, ça va durer 30 ans, 40 ans, ils se développent, c'est structuré, c'est solide. Et en face, ils ne nous font pas de cadeaux. Et plus on progresse, moins ils nous font de cadeaux. Donc il faut pouvoir résister. Encore une fois, Mediapart, c'est 250 procès qu'ils ont eu. Moi, chaque fois que j'ai un procès, je suis convoqué par la police, il y a des frais d'avocat, etc. On ne peut pas se retrouver où d'un coup on a peur et je vais dire à Jules, sors pas cette info parce qu'on aura un procès, ça va me coûter au moins 5 000 euros. Et même si on gagne, ça aura coûté minimum 5 000 et on ne les a pas. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir cette logique-là structurée et je pense que l'équipe le comprend bien. Je reviens donc à Vincent Bolloré. C'est un abonné qui posait cette question. Vincent Bolloré finance de nombreux médias et conseille certaines personnalités politiques. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que Vincent Bolloré, aujourd'hui, il a révolutionné le paysage médiatique et il a permis aussi de rendre acceptable et mainstream un certain nombre de choses qui ne l'étaient pas. Je le vois en étant, moi, tous les jeudis et tous les samedis sur CNews. Et à chaque fois que j'y suis, je vais parler de nos enquêtes, du reportage, du terrain. Et ils me disent aussi, voilà, on est content que tu sois là parce que tu vas parler de ton expérience de terrain aussi. Donc c'est pas pour venir faire de la propagande. Moi, je ne souscris pas du tout aux attaques qui sont faites par la gauche sur Vincent Bolloré. Mais Vincent Bolloré a cette capacité, avec le groupe justement Vivendi, CNews, etc., de voir les journalistes non pas par rapport aux étiquettes, mais par rapport à ce qu'ils apportent. Et lui est vraiment dans une logique que en face, ils sont bien plus près que nous, ils ont bien plus de choses, et donc c'est un rééquilibrage médiatique qui est nécessaire. Je pense après qu'il y a une complémentarité à avoir. Le JDD se positionne sur du centre droit, ce qui est important parce que c'est un électorat, il faut faire les 51%, et il ne faut pas perdre la base d'abonnés du JDD initial, et ça reste un média de pouvoir. Donc c'est important. Et donc le JDD sur ce créneau-là ne peut pas faire certaines choses que nous, on va faire. Donc ce n'est pas parce que les médias de Bolloré vont être parfois sur du centre droit, Europe 1 c'est un peu comme ça, CNews c'est un peu plus à droite, plus valeurs actuelles on dirait, qu'on doit tous se positionner dessus. On a une logique de complémentarité qui est importante, avec malgré tout du professionnalisme. On ne doit pas avoir des médias indépendants qui vont décrédibiliser justement cette galaxie de droite au sens large. Et donc nous par exemple on va pouvoir faire justement plus d'enquêtes, alors que le JDD va être sur un hebdomadaire, Valeurs Actuelles va être sur l'hebdomadaire, même s'il se développe de plus en plus sur l'enquête avec la nouvelle direction. Nous, on a plus de pages, plus de temps, on n'a pas les mêmes impératifs, on n'a pas les mêmes impératifs aussi par rapport à la TNT, par rapport à l'ARCOM. Nous, on le fait pas aujourd'hui, mais on pourrait appeler à voter pour un candidat, on aurait le droit de le faire. Parce qu'on n'a pas justement cette logique d'agrément. On voit aujourd'hui les auditions de l'ARCOM pour la reconduction des chaînes C8 et CNews. Voilà, évidemment, ça met une pression, mais c'est important que l'ensemble de ce spectre qui soit couvert. Moi, je pense que c'est une véritable révolution ce qu'il a fait, parce que ça permet aussi de pouvoir contribuer à façonner aussi la politique. Évidemment, les médias ne touchent pas à l'ensemble des Français. Je ne crois pas que le vote Rassemblement national monte en raison de CNews, absolument pas. Je pense en revanche que les hommes politiques se sentent plus courageux. Je pense à Éric Ciotti pour rejoindre l'alliance avec le Rassemblement national, parce qu'il y a un spectre médiatique qui ne va pas se contenter à chaque fois de leur parler du barrage mitterrandien, du Front républicain, mais certains qui vont dire, comme Pascal Praud, arrêtez les conneries, je trouve ça illogique que vous me parlez d'immigration, etc. J'ai reçu Bardella il y a 1 heure, il pense comme vous, pourquoi vous ne travaillez pas ensemble? Et donc ça permet en fait d'avoir des médias qui vont non pas, comme le dit la gauche, dicter l'opinion avec un Bolloré qui expliquerait ce qu'il faut faire, mais être les porte-voix d'une aujourd'hui majorité silencieuse à qui on n'a jamais tendu le micro. Et donc ça c'est important, tout comme ils peuvent être les porte-voix des enquêtes qu'on va pouvoir réaliser pour essayer de développer, parce qu'on voit quand Street Press fait une enquête à l'extrême gauche, Street Press qui fait beaucoup moins d'audience que nous, tout de suite, dépêche AFP, reprise par Libération, Mediapart, France Inter, et voire ils finissent sur BFM TV comme des experts. Nous, c'est beaucoup plus dur en fait, y compris dans notre milieu de droite, on a encore du mal à mettre en place des collaborations entre les médias, etc. Bon, c'est l'ADN de la droite, c'est une droite qui... La droite, c'est toujours plus concurrentiel, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome et solitaire. C'est des vertus aussi. Mais c'est ce qui fait que voilà, peut-être c'est un peu moins performant. Donc Bolloré, là-dessus, je pense que c'est très important. Ça fait monter des nouveaux talents. Et que aussi, ça
ça permet de rendre une certaine fierté à ceux qui regardent CNews. J'avais été marqué par cette phrase justement dans la presse de gauche qui parlait du fait que l'animal de compagnie avait été remplacé par CNews dans certains coins, par C'est exemple vrai. du sud-ouest de la France. Je trouve ça assez vrai. Moi, je le vois avec beaucoup de gens que je peux croiser parfois qui me disent « Ah, je vous suis, etc. » Moi, je fais le créneau 22h minuit le jeudi Mm. et le samedi. C'est un peu tard. Et en Mm. fait, ils regardent vraiment, ils sont à fond. Et il y a vraiment du dialogue, il y a de l'échange et du professionnalisme. Hein. Moi, je le vois à chaque fois sur CNews. Si on dit quelque chose d'imprécis, ils nous reprennent, etc. Donc, il y a une vraie rigueur. C'est pas comme il y a 3 ou 4 ans, c'était pas la même chose. Mm. Il y avait plus un peu de folklore. Aujourd'hui, c'est extrêmement pro. Déjà, ça se voit, de toute façon, ils n'avaient pas la même audience non plus. Pas la Aujourd'hui, même audience, pareil. Ils ont augmenté les audiences, donc les revenus, donc ils ont pu renforcer les équipes, faire un peu plus de terrain, renforcer le pôle police-justice. mm. Donc ça c'est intéressant. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Hein. Je pourrais en parler des heures, justement, de la structuration, de comment ils font ça. Mais Bolloré peut le faire aussi parce qu'il n'a pas que CNews, il a le Mm. groupe Canal+, Ouais. parce qu'il est dans une stratégie aussi économique extrêmement viable. Là, il est en train de scinder les groupes en bourse, les faire entrer, Vivendi d'un côté, Mm. Canal+ de l'autre, etc. Et donc, il a complètement conscience qu'il a besoin d'une structure économique extrêmement forte pour pouvoir peser. Et ce qui fait que des journalistes acceptent aussi de rejoindre CNews, c'est pour ça. Parce qu'ils savent qu'il y a la ressource financière derrière, qui fait qu'ils ne seront pas abandonnés, qu'ils ne vont pas finir Ouais. dans la rue, que de toute façon, CNews ne va pas mourir, CNuit ne va pas mourir. Donc c'est important aussi que dans cette bataille aussi, j'ai envie de dire, des forces de l'argent, comme certains disent parfois d'un point de vue complotiste, on ait quelques alliés, entre Mm. guillemets, dans tous les domaines. Il y en a de nouveaux qui sont en train de se positionner. Alors je ne donne pas les noms parce que sinon tout de suite on va leur tomber dessus et les diaboliser. Mais vous l'aurez, de toute façon on n'a pas besoin de moi pour être diabolisé. Et on va partir sur une autre partie de cette FAQ qui concerne plutôt des projets de voyage. Ce week-end, donc tu l'as dit en introduction, tu vas partir aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de voyage? Alors, voyage, déjà, c'est un peu comme si tu te disais, tiens, le Pas en directeur de la vacances. rédaction, en fait, il part en vacances, je le prends très bien. Euh, il y a effectivement le souhait de continuer à faire des déplacements à l'international, Ouais. en ayant à chaque fois un focus par rapport à la France. On l'a fait sur l'immigration, on va continuer. Là, on a fait sur l'Afrique du Sud, qui nous fait un peu penser à ce qui se passe en France, c'est-à-dire que parce que si vous êtes une victime, si vous êtes blanche, vous n'en êtes pas une. Donc, il n'y a pas d'ONG là-bas. C'est ce qu'on a vécu avec le drame de Crépol, avec Thomas, avec l'affaire Lola, ou si vous êtes blanc, de toute façon, vous devez vous taire, vous êtes une mauvaise victime. Donc on essaye à chaque fois d'aller chercher dans l'international ce qui nous intéresse. Là, effectivement, on veut couvrir les élections américaines. C'est un projet très important et très coûteux, parce que je me souviens de 2016, où en fait, même moi, je suivais cette élection via France Info et Quotidien. On se rappelle l'émission Quotidien en direct, on les voyait pleurer chez Yann Barthès Mm. suite à l'élection de Donald Trump. Et à ce moment-là, je rêvais de me dire, on aurait dû aller là-bas, on aurait dû avoir un média sur place. Et donc, c'est ce qu'on va faire à partir du 16 août jusqu'au 10 novembre, l'élection étant le 7 novembre. On va avoir en permanence des équipes sur place. Moi, je vais m'y rendre tous les mois, je pense 10 jours chaque mois, euh, en allant non pas seulement au meeting de Donald Trump, mais dans l'Amérique profonde de Donald Trump. Mm. Ceux qui sont pour le port-armes, ceux qui sont contre l'IVG, ceux qui sont libertariens, ceux qui sont contre l'État-providence. On va essayer aussi d'aller voir les woke, d'aller voir le camp Biden. Évidemment, c'est énormément de travail, on ne pourra pas tout faire, mais pour donner un éclairage à travers des reportages, des analyses. On va pouvoir dans le même temps, parce que l'équipe va progressivement à partir de septembre, légèrement, puis en octobre, quasiment à 100% à un mois des élections. Je pense que l'actualité, y compris en France, sera projetée sur cette élection qui est inédite et historique, hein, avec Trump qui peut revenir au pouvoir et un ensemble de sujets, que ce soit Israël, la guerre en Ukraine, le rapport à l'OTAN ou à l'Europe, qui vont être déterminants. Euh, et on se rappelle aussi comment la vague du Brexit avait entraîné la vague de Trump, donc une réélection de Trump. Évidemment, parce que je ne suis pas pro-Biden, là-dessus je peux l'assumer, tu vois, parce que bon, de toute façon, je vote pas aux élections américaines, donc évidemment, on va avoir un biais de montrer que Trump n'est pas le Trump que la presse française veut montrer, ça, on ne se cache pas. Donc notre magazine de fin septembre sera sur l'Amérique profonde, et on va faire une série de reportages, et évidemment sur l'appli mobile, les articles, tous les jours de façon quotidienne. Un travail qui permettra aussi à nos auditeurs de ne pas juste lire la presse anglaise. Il y a un travail de traduction qu'on va faire, également d'analyse de l'ensemble des experts, de suivi aussi de spécialistes de la cartographie. Vous avez vu qu'on s'est un peu spécialisé sur la cartographie, avec une carto sur les élections législatives, avec la cartographie extrême gauche, et on est en train de réfléchir avec des data scientists pour pouvoir proposer une cartographie pour suivre à partir de mi-septembre
les sondages sur les États clés aux États-Unis et les résultats le soir même. Évidemment, en se calant sur des instituts de sondage, des grands médias, on ne va pas nous-mêmes faire des sondages là-bas, mais pour pouvoir justement aussi, tous ces fans de cette élection, ceux qui le deviendront, il y en a qui doivent nous écouter là et qui se disent partie suivante, parce que ça ne les intéresse pas. Non, je pense que ça les intéressera au mois d'octobre. On verra aussi un peu comment certaines thématiques woke, liées à la famille, etc., viennent et arrivent en France. On sait à quel point ça a un impact. Donc on veut absolument couvrir ces élections. Et donc on va lancer aussi, je pense, moi là en ce moment, donc là on est vendredi quand on tourne la FAQ, j'ai eu l'accréditation pour le GOP, donc c'est le grand Raoult républicain qui va introniser Trump comme le candidat officiel du Parti républicain. Je l'ai eu hier, donc c'était compliqué à avoir. Je remercie celle qui m'a permis de l'avoir, elle se reconnaîtra. Et ensuite, donc là, normalement, je suis dans l'avion. On va voir si on peut arriver, parce qu'il y a toutes les démarches administratives, etc., pour couvrir ça pendant 5 jours sur place. Donc on va en profiter aussi pour lancer une campagne de dons. Alors, elle est déjà, je crois, c'est possible en ligne. Donc ceux qui veulent faire un don défiscalisé à 66%, qui n'hésitent pas. Alors, je rappelle une chose que les gens n'ont pas en tête, c'est que l'abonnement aussi défiscalisé à 33%. Si vous êtes abonné à Frontier, vous pouvez à la fin de l'année mettre votre abonnement, votre facture et défiscaliser. Mais donc il y a ces dons-là, c'est important, c'est à peu près 40 000 euros. C'est les coûts de train, c'est la vie là-bas est chère. C'est pour le coup, je ne peux pas envoyer des journalistes comme ça. C'est la voiture, c'est le logement. Voilà, et c'est une élection où c'est quand même très grand. On ne va pas aller tout couvrir. Mais voilà, on ne peut pas traverser les États-Unis en voiture, donc il faut faire plusieurs locations de voitures et des trajets en avion. Et ici, renforcer aussi évidemment l'équipe sur la partie vidéo, décryptage, etc. Donc voilà, évidemment, ta matinale le couvrira, il y aura des petites chroniques, etc. Mais les élections américaines vont être importantes. Et ensuite, il y aura d'autres enquêtes dans la foulée, des reportages. On a également commencé un petit peu une partie sur l'écologie. On a fait un dossier de 20 pages là. L'été prochain, je pense qu'on fera un magazine dédié exclusivement, soit en hors-série, soit en normal, à l'écologie. Donc là, j'ai quelques idées pour le faire à la fois en France, mais également à l'étranger, mais je ne vais pas tout révéler maintenant. Mais voilà, de mon côté, j'espère que j'en ferai un peu moins de déplacements étrangers, mais en même temps, je disais ça, mais ça reprend dès maintenant. D'ailleurs, il y a quelques semaines, tu étais en Afrique du Sud. T'en as, pareil, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais que tu reviennes un peu sur ce reportage que tu as réalisé, qui va sortir dans le magazine qui sort la semaine prochaine. Pareil, ça t'en parlera juste après. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment ça s'est passé là-bas? Comment tu as vécu ça? Alors je pense qu'on fera une vidéo encore plus descriptive du fond. Moi je dirais que déjà j'y suis allé sans avoir d'idée précise sur le sujet. Honnêtement, je voulais y aller depuis quelques années. J'ai passé des coups de fil pour me dire est-ce que c'est des fake news ou pas. Vous ne savez jamais, c'est très loin, je ne connaissais pas vraiment bien l'Afrique du Sud. J'ai passé quelques coups de fil et ça s'est avéré que ça avait l'air assez vrai. Donc là, on s'est dit bon, ok, ça vaut le coup d'y aller parce que vous ne dites pas vous déplacer si ça sert à rien. Et c'était 3 semaines qui ont été extrêmement intenses, où on a vécu chez des fermiers qui étaient surarmés, qui nous expliquaient avoir leur pistolet sous l'oreiller, qui pour certains avaient été attaqués, qui pour certains avaient des cousins dont les enfants de 10 ans avaient été assassinés, avec des femmes violées. Ils nous montraient leur système de sécurité, parce que c'est extrêmement sécurisé quand vous y rentrez. Moi, je me rappelle être rentré dans cette ferme de Hank, une des premières fermes où on est rentré, où en fait, c'est un ensemble de 10 fermes sur 3000 hectares, entourées de barbelés, électrifiés, de caméras. Et donc, en fait, ils créent leur propre blocos. Et donc, j'ai découvert une société d'Afrikaners, blancs du coup, qui sont arrivés au XVIIe siècle là-bas. Hein. C'est pas une colonisation. Hein. Ils sont arrivés, c'était les Huguenots français et hollandais qui un peu fuyaient justement ce qu'ils appelaient la répression contre les protestants en France. Alors, étant catholique, je ne me prononce pas sur ce sujet-là, j'essaie de ne pas rentrer avec eux dans le débat. Et donc aujourd'hui, qui sont un peuple qui sont en train, depuis la fin de l'apartheid, d'être en voie de disparition. Déjà parce qu'il y a une immigration, il y en a beaucoup qui partent. Ensuite parce qu'effectivement, il y a des meurtres de fermiers blancs, il y en a près de 3000 depuis 1994. Il y a une classe politique comme le FF, qui est l'équivalent de la France Insoumise, qui a une quarantaine de députés, qui chantent régulièrement avec leur leader Malema Kill the Bourse. Ils l'ont encore fait pour les dernières élections, donc c'est-à-dire tuer les fermiers blancs.
Et donc, il y a une haine de ces fermiers. Et donc, moi, j'y suis allé aussi j'entendais déjà France Culture expliquer que, dans le fond, c'est l'augmentation de l'insécurité en Afrique du Sud qui crée des morts chez les fermiers blancs et non le racisme anti-blanc. Sauf que j'ai eu énormément de témoignages de gens qui me disaient, mais en fait, pourquoi ils tuent? Ils viennent, certains même ne volent rien et ils tuent. Pourquoi on se retrouve avec des femmes et des enfants qui peuvent être jetés quasiment dans les toilettes, assassinés, déshabillés? Donc il y a une haine, il y a une violence contre ces personnes qui est alimentée par des responsables politiques qui, encore une fois, chantent Kill the bourse, tuer les fermiers blancs, des appels justement au meurtre. On n'est pas du tout en train de dire que les Noirs en Afrique du Sud sont racistes. On est en train de dire que au gouvernement, notamment à l'ANC, il y a du racisme anti-blanc qui a été mis dans la loi. Et ça, c'est un autre élément que j'ai découvert là-bas. C'est-à-dire que sur 313 lois raciales votées depuis 1910 en Afrique du Sud, 40% l'ont été après la fin de l'apartheid, après 1994. On pensait qu'avec l'arrivée de Mandela, qui a mis fin à l'apartheid, que je salue, évidemment, l'apartheid, tout le monde, même là-bas, les Afrikaners la condamnent, mais qui allait avoir cette société arc-en-ciel avec une réconciliation des Blancs et des Noirs. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque vous allez porter plainte au commissariat, vous devez encore indiquer votre race. Moi, c'était compliqué, je suis rentré, je parlais des Blancs et des Noirs très facilement, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc ça n'a pas disparu. Donc ça n'est pas lié qu'aux Blancs, en fait. Les Noirs le font. Et c'est inscrit dans la loi avec ces bilans où aujourd'hui, justement, il y a des discriminations raciales à l'embauche et à l'emploi contre les Blancs. J'ai rencontré énormément d'ingénieurs qui, justement, perdaient leur travail, se retrouvaient dans des bidonvilles. J'ai également pu voir des personnes dont la famille, il y avait notamment même des choses aberrantes, où il y avait une sorte de chercheur, une sorte de spationaute sud-africain qui a dû partir aux États-Unis parce qu'il n'était pas embauché, alors que c'est une compétence énorme qu'il avait, c'était un docteur, etc. Et il a une maison à Clairefontaine, c'est une sorte d'Orania qu'on a visité. Et donc les bidonvilles, moi, qui m'ont extrêmement marqué, vous verrez, il y a des très belles photos, très marquantes dans le magazine, avec des familles qui nous ressemblent en fait, hein, blancs, blonds, yeux bleus, très hollandais en fait. Et quand ils vous sourient, ben, ils n'ont plus de dents, et ça c'était le plus marquant. Ils veulent pas partir, ils se sentent presque en sécurité dans le bidonville parce que c'est mieux qu'à l'extérieur du bidonville. Ils s'organisent eux-mêmes, mais une résilience, de l'espoir, mais énormément de tristesse parce que pas d'ONG sur place, pas de Croix-Rouge, pas d'aide, pas d'argent. En fait, on les invisibilise. Donc on a fait à peu près 4 bidonvilles, des communautés, etc. Donc on le raconte un peu, et à la fin, on a terminé aussi en visitant Clairefontaine et Orania. Donc c'est-à-dire que face à cela, que font les Afrikaners? Ils s'organisent, donc je l'ai dit, ils organisent leur propre système de sécurité. On a rencontré une association qui s'appelle AfriForum, donc qui finance toutes les caméras de sécurité, etc. Parce que là-bas, ils ne croient pas dans la police, donc c'est les fermiers qui protègent les fermiers voisins, même si avec la problématique des étendues, c'est que si vous êtes attaqué, le temps que votre voisin arrive, ça peut potentiellement être terminé. Avec le port d'armes, évidemment. Donc, je participais à Nampo, une sorte de salon de l'agriculture sud-africain, où je voyais énormément de femmes et d'adolescents qui venaient essayer des armes et acheter des armes, justement, parce qu'elles se sentent vraiment en insécurité, ces femmes blanches là-bas. Et il y a ceux, plus radicaux, qui ont choisi, puisque la constitution sud-africaine permet de le faire, de créer des villages autonomes. Donc le plus connu, c'est Orania, un peu plus de 3000 habitants, uniquement des Afrikaners, donc de facto des Blancs. Ce n'est pas une sélection sur la race, c'est une sélection sur le fait d'être Afrikaner. Mais de facto, les Afrikaners sont blancs. Chaque fois, eux sont stigmatisés, mais ils nous expliquaient comment ils s'organisaient, l'électricité, l'eau, les écoles, l'université, la foi chrétienne très importante, etc. Et ils se sentent obligés de faire ça, parce que ça leur permet de sauver leur culture. Et Clairefontaine également. Et il y a quelques enseignements que j'en ai tirés qui étaient intéressants, notamment le fait qu'ils ont l'interdiction d'employer des ouvriers, justement, qui ne sont pas afrikaners. Et ça m'a fait penser à la loi immigration, et au fait qu'ici en France, on confie justement les travaux d'ouvriers, de construction aux immigrés, aux étrangers. Et qu'ensuite, on nous impose de les légaliser, parce qu'on nous dit, en même temps, s'ils n'étaient pas là, comment vous ramasserez vos poubelles, le Uber Eats, etc. Et là, vous vous retrouvez dépossédé justement de votre politique. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en fait, on a nos terres, on les a achetées, à Orania, à Clairefontaine. Notamment à Clairefontaine, les Afrikaners sont morts face à l'invasion des Anglais il y a un siècle. Et on a vu les cimetières, etc. Donc c'est notre sang qui a coulé.
Et là, les maisons, elles sont construites par des Afrikaners. Donc on n'aura pas dans 50 ans, 100 ans, des gens qui diront « Écoutez, ce sont mes frères, mes sœurs qui ont construit, donc vous nous devez nous rendre. » Et c'est très intéressant comment il nous l'explique avec cette phrase qui m'a marqué de quelqu'un qui nous a dit « En fait, vous les Français, à travers notre exemple, vous pouvez voir ce qu'est être une minorité blanche dans un pays et comment s'organiser. » Alors évidemment, en France, on n'y est pas, mais il y a un certain nombre d'enseignements qui étaient très intéressants, donc qu'on a récapitulé un peu dans ces 60 pages, avec un documentaire vidéo qui paraîtra à la rentrée de septembre. Donc ce magazine, on le retrouve, on peut le commander maintenant sur frontiermedia.fr, donc j'invite vraiment à le faire au maximum. Et ensuite, à partir de vendredi 19 juillet, de le retrouver dans tous les kiosques en France, pas exactement tous, mais dans 5000. On a une carte sur le site internet qui permet aussi de retrouver le kiosque le plus près de chez vous. Ça peut arriver qu'il y ait des kiosques où parfois, en fait, il y a si vous ne trouvez pas, demandez bien à la personne de mettre le magazine en avant. Dites bien Frontières Livre Noir, parce que le changement de nom, c'est progressif. Et également, s'il y a une rupture de stock, vous pouvez le commander sur notre site. À chaque fois, on essaye d'avoir des stocks. On a encore des stocks pour le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et le lien sera donc en description pour le précommander dès la sortie. Et c'est important parce que on fait cette une forte. On voit justement cette famille qui était adorable, qui n'avait plus de père. Et on dit alerte sur une épuration ethnique, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc il faut aussi pouvoir diffuser le message. Il ne faut plus que demain les gens oublient cela, oublient ce qui est en train de se passer là-bas, parce que quand on entend une Rima Hassan expliquer que ce qu'elle veut, c'est faire la même chose qu'en Afrique du Sud, il faut avoir conscience de ce que c'est en fait. Et on ne peut pas aujourd'hui condamner le racisme et oublier le fait qu'il y a un racisme anti-blanc qui existe, y compris en Afrique justement, donc a fortiori chez nous. Et j'aimerais finir sur cette partie de l'Afrique du Sud. Je pense qu'à titre personnel, ce qui m'a le plus marqué quand tu étais là-bas, forcément, on a une conversation de groupe où on discute un petit peu de quand tu pars, c'est ce qui permet aussi de garder le contact. Et tu nous avais envoyé un message. Tu n'avais pas eu le temps de nous envoyer d'autres messages. Tu nous as envoyé un message. C'était « Ils n'ont rien, mais ils ne se plaignent absolument pas ». Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que personne ne m'a demandé de l'argent dans les bidonvilles. Personne. Ça va paraître, et je vais le dire avec beaucoup de guillemets, dans la majorité de mes reportages en Afrique, même quand je veux interviewer quelqu'un, il me demande de l'argent. Vous êtes obligé de lui donner un petit peu d'argent, etc. Personne ne l'a fait. Personne n'est venu mendier, personne n'est venu quémander. C'était même compliqué d'avoir des témoignages parce qu'ils ne voulaient pas être vus comme des victimes. Ils ne voulaient pas de notre pitié. Et que même en termes de photos, moi qui suis photographe aussi là-dedans, c'est compliqué d'avoir des photos qui vont être marquantes, qui vont être... on va pouvoir traduire l'émotion. Parce que, en fait, ils vont être fiers. On n'osait pas rentrer dans les bidonvilles. On ne disait pas dans les bidonvilles slum. On parle des white slums en anglais. On disait village. Parce qu'en fait, ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Le boss de Munseyville, il construit les maisons des autres, les cabanes. Il s'organisait même son petit jacuzzi dans la terre, etc. L'autre communauté qu'on avait vue, c'est une femme qui en fait a été jetée au chômage avec son mari. Ils avaient des économies, ils ont acheté un terrain. Ils se sont dit, on va construire une communauté. Ils sont une trentaine. Ils se font toutes les semaines, j'ai participé, des moments de méditation où ils expliquent comment leur vie va être plus positive. Ils vont faire des cris entre elles, entre femmes. Et en fait, il y a une résilience qui est extraordinaire et qui est impressionnante. Avec des gens qui me disaient presque, en fait, vous savez, vous avez moins de chance que nous, vous les Européens, parce que vous êtes faibles. Et donc, c'est intéressant. Et pour tous les gens, parce que je sais qu'il y a parfois je la critique, mais il y a une sphère YouTube ou influenceur qui dit souvent n'attendez plus rien de l'État, n'attendez plus rien de la politique. Construisez les choses par vous-même. Je pense Papacito, je pense à Baptiste Marchais ou à d'autres. En fait, c'est un peu ce que j'ai retrouvé en Afrique du Sud. Avec des gens, justement, des devises, la devise d'Orania, etc. C'est do it yourself. Fais tout ce que tu peux faire, fais-le toi-même. N'attends rien de l'État. Et en plus, là-bas, l'État, il est nul. Donc à Orania, ils ont de l'électricité tous les jours, alors qu'en Afrique du Sud, il y a des coupures d'électricité de 12 heures par jour. Donc, ils sont surtaxés et ne profitent jamais de ces taxes. Donc, ils organisent des systèmes de troc entre eux. J'étais chez un brasseur où on payait la bière avec de la viande. Et le médecin, il vient et il a sa bière offerte et il fait la consultation là. Ce qui leur permet aussi de détourner le fait d'être surtaxés, parce que du coup, les blancs, pas tous, mais les blancs, les fermiers blancs sont plus riches que la moyenne. Donc on veut exproprier leurs terres, il y a des lois là-dessus, parfois même sans compensation, et on veut justement les surtaxer. Là, ils ont mis en place une loi pour justement la sécurité sociale pour tous, c'est eux qui vont être taxés à 75%. Donc ils s'organisent, ils ont la foi,
ils se construisent, ils sont motivés, ils sont armés, etc. C'est passionnant pour ceux qui, justement, il y a un côté cas pratique, même si on ne peut pas le reproduire en France, pour ceux qui se disent, voilà, comment être dans ma logique de subsistance. Et Orania a presque un objectif à terme, ils ont leur propre radio, etc., de constituer un État dans l'État. Hein. C'est une vraie contre-société. Voilà, Clairefontaine encore plus. Clairefontaine, vous ne pouvez vraiment pas rentrer. Orania, c'est une ville ouverte, vous ne pouvez pas y vivre si vous n'êtes pas africaner, mais vous pouvez y passer. Donc voilà, donc c'est un enseignement qui est important. On n'y est pas encore, hein. Ça faut se rassurer. Mais ça, voilà, ça en dit long quand même sur tous les aspects. Ça exacerbe en fait, c'est le visage outrancier, radical et jusqu'au boutiste de tout ce qui pourrait nous arriver à un moment. Donc en termes de projection, c'est intéressant et ça nous permet nous-mêmes de nous poser des questions sur ce qu'on est. Totalement. Et c'est pas une histoire de blanc-noir. En fait, ce qui est compliqué dans notre magazine, je sais qu'on va se faire taper dessus, on va dire ah, vous êtes raciste, etc. Non, mais en fait, on parle de l'Afrique du Sud à travers leur biais. Donc on va dire les blancs, les noirs. Alors, évidemment qu'on va pas en parler comme ça en France. Je veux pas d'une société comme ça en France, etc. Mais c'est tel que c'est, donc ça serait mentir que de ne pas le présenter de cette façon-là. On va pas inventer des termes autres. On va revenir sur une autre longue période qu'on vient de passer. La période des élections législatives, des européennes. Ça a été une très très longue période. Donc on vient de sortir d'une longue période de suivi de campagne. Comment les équipes de Frontières ont-elles vécu cette période intense ? Alors ça a été très dur. Pour être transparent, pour nous la fin d'année devait être tranquille. On avait fait une très bonne année, le magazine dernièrement a très bien fonctionné, on voulait déménager, on avait notre magazine Afrique du Sud qui devait sortir il y a 10 jours, tout était bien rodé. Et là d'un coup, dissolution. Donc on s'est vraiment posé une question, on s'est fait tout de suite une réunion stratégique au téléphone avec Alexandre, avec Jules, et on s'est dit voilà on fait quoi, et ensuite avec David on fait quoi en fait. On a un magazine qu'on doit annoncer dans 15 jours sur l'Afrique du Sud, on va être en décalé. Le changement de nom ? Le changement de nom. Et on a aussi, heureusement il était un peu préparé celui-là, et on a aussi le fait que nous en période de bouclage, en fait on le voit, on fait un peu moins sur les réseaux, un peu moins de contenu, parce qu'on doit passer 15 jours dans le tunnel du bouclage. On doit, c'est 160 pages, c'est intense, on doit rédiger plein de choses. Et on s'est dit voilà, est-ce que on peut faire aussi, on peut fatiguer les gens en faisant trop, on peut faire écrouler aussi notre modèle économique, développer des dépenses, c'est compliqué. Et là on s'est vraiment dit non, la dissolution, c'est une chance unique aussi pour la droite d'arriver au pouvoir. Ça, à ce moment-là, on l'a vécu comme tout le monde. Et on a vraiment, je me rappelle une réunion qu'on a fait le lundi, on a vraiment dit voilà, c'est le moment. Vous vous êtes engagés aussi dans les médias pour faire la différence et c'est le moment où on peut le faire, donc il va falloir se donner. Donc là, on a dû décaler le magazine, prendre le risque de ça, etc. Donc évidemment, on sort le magazine là, c'est un peu embêtant. Un 19 juillet au lieu d'un 3 juillet, donc on a loupé 2 semaines de vacances, les départs, etc. Bref, mais on n'est pas là pour ça non plus, ouais. Donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, on va perdre parce qu'on va faire moins de ventes, on va beaucoup dépenser parce qu'on a choisi d'aller faire du reportage, mais nos abonnés nous attendent sur ce moment. Et on y a été parce que Twitter, habituellement, c'est 35 millions de vues, on a fait 100 millions. On a fait une douzaine de reportages de déplacements dans toute la France. On a sorti énormément de révélations, grâce notamment à notre rédacteur en chef Jules, pour débunker justement les candidats antisémites et islamo-gauchistes de la France insoumise et du nouveau Front populaire. Et on a été mobilisés du lundi au dimanche sur ces sujets, partout, sur Frontières et sur Occidentis. Aujourd'hui, on est lessivés. Et on a fait notre déménagement le 30 juin. On a signé les documents d'ici, je crois, il était 17h. On avait le camion qui nous attendait un samedi. On est arrivé ici, on a eu l'électricité n'était pas installée, donc on a dû faire le bouclage dans Airbnb. C'était un enfer, mais on a bien su le tenir. Et je pense que d'ailleurs nos abonnés l'ont pas vu, et ça c'était vraiment important. Donc là on termine cette séquence, ça durera 15 jours, et on va partir en vacances autour du 23-24 juillet pendant 3-4 semaines. Et donc il y aura plus beaucoup d'activités à ce moment-là, parce qu'il y aura un besoin aussi de se reposer, il y aura les travaux ici. Voilà, mais ces élections législatives étaient intenses, évidemment étaient décevantes aussi à la fin. Moi, c'est une analyse un peu que je fais dans le magazine. Je ne vais pas tout raconter là, j'invite justement nos auditeurs et les abonnés à le lire. Il faut savoir aussi, je rappelle que les abonnés numériques peuvent consulter le magazine en format numérique aussi dès le 19 juillet. Et donc peut-être d'ailleurs qu'on le mettra la veille au soir à minuit, on va proposer ça aux abonnés.
Et donc dedans, je fais l'analyse un peu du fait que oui, c'est un échec. Euh, Bien sûr, le Rassemblement national a fait un maximum de voix. C'est inédit, 10 millions de voix, c'est énorme. Ça n'a jamais été fait dans la Ve République, même en 97, Ouais. Jospin, quand il a gagné, c'était une coalition. Parce qu'il y a eu des sondages, des résultats au global à 37,5% importants. Et parce que ce qui m'a moi le plus touché, c'est l'alliance de Ciotti avec le RN. Une alliance où typiquement, quand on parlait des enquêtes, on a pu montrer aussi comment en fait, le bureau politique de LR était fallacieux, parce que j'avais pu infiltrer le bureau politique et de facto être Totalement, considéré comme un votant pour l'exclusion de Ciotti, ce qui a d'ailleurs été reversé au dossier. Donc c'est Le Monde qui le raconte, comment l'avocat de Ciotti a utilisé justement l'enquête qu'on a faite, qui a permis aussi du coup de suspendre l'exclusion de Ciotti et de la considérer comme illégale. Donc là, on a apporté quelque chose d'extrêmement concret. Mais derrière, on s'attendait quand même au moins à une majorité relative, ce qui n'a pas eu. Mais moi, je suis plutôt content parce que ça permet de voir en fait ce qui est. Et ce qui est, c'est que on n'est pas encore prêt. Collectivement, c'est pas Jordan Bardella, Marine Le Pen, c'est l'ensemble même de la sphère médiatique. On n'a pas su encore suffisamment enquêter, débunker la gauche comme eux l'ont fait. Alors oui, très bien, ils ont plus de moyens. Et alors, on doit justement plus se travailler, plus se mobiliser pour 2027, pour la prochaine justement élection présidentielle, en se disant que c'est encore en croissance, mais sans être uniquement dans le fait de rassurer les gens, de se rassurer, de se dire que dans le fond on est les gagnants, etc. Non, on a perdu, et on a perdu parce qu'ils ont fait quelque chose qu'on devait attendre. Le Front républicain. Et ils le referont encore en 2027. Donc il faut pouvoir le fissurer avec des gens comme Ciotti, mais aller encore plus loin, développer encore plus justement l'ensemble du travail que chacun fait. Eux, je suis marqué à quel point les militants associatifs ont tous été mis au service du nouveau Front populaire de façon extrêmement organisée, mobilisée, alors qu'il y avait des candidats du Rassemblement national ou de l'Alliance de Ciotti qui avaient que 3 militants et à peine aidés. Donc on est encore très loin. Donc ça, je le dis aux auditeurs, c'est pas parce que parfois des tweets font des retweets et des vues font des vues que c'est suffisant. Chacun doit justement travailler et s'y mettre à son niveau, soit en militant, soit en contribuant, soit en donnant des idées, soit en parlant à son voisin, soit en allant sur une élection municipale, soit en faisant un don, soit en s'abonnant, en faisant plein de choses. Parce qu'à gauche, c'est ce qu'il faut. Tu parlais d'un rassemblement et ça me fait penser à un petit coup de gueule que tu as donné sur Twitter il y a quelques temps face à de l'entraide un peu qu'il peut y avoir entre médias, à citer les sources parfois. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est compliqué dans ce qu'on fait, c'est que à gauche, ils n'ont pas honte d'être des médias indépendants et ils s'entraident. Je le disais, France Inter va citer Street Press. À droite, non. Et donc, effectivement, il y a certains journalistes, certains médias qui, malheureusement, venant pourtant de ces médias indépendants, une fois qu'ils passent dans une certaine sphère mainstream de droite, ils vous méprisent. Alors que l'enquête, c'est pas parce que vous la faites dans un média plutôt qu'en autre qu'elle n'est pas de valeur. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de fois où nous, on va publier des enquêtes, des vraies révélations, qu'on fait, et je le dis sans orgueil, qu'on fait mieux que des très grands médias de droite qui ont beaucoup plus de moyens. Et c'est ce qui fait qu'on a du soutien, en fait, sinon tout le monde s'abonnerait aux autres, et pas à nous, en fait. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne va pas être pris. Et du coup, on ne va pas crédibiliser. Sauf que la gauche, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'on fait une petite erreur, ou dès qu'on est critiqué, ils le reprennent, ça finit sur notre Wikipédia en 3 secondes. Et donc, le français lambda qui n'est pas politisé, qui va voir une info de chez nous, il va regarder sur Wikipédia, et il va voir les critiques. Mais il ne va pas voir le positif, parce que les médias dits mainstream de droite ne parlent pas de nos infos positives. Et donc ça ne contrebalance pas. Et donc ça n'aide pas à la crédibilité. Et ces mêmes personnes nous demandent souvent « Ah, il faut être crédible, mais quand on l'est, pourquoi ils ne relaient pas ?» Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que beaucoup, comme Boulevard Voltaire, l'Incorrect, le vivent aussi comme nous. C'est ce qui fait aussi que nous, on développe notre propre audience. Et on est capable, tout seul, on l'a vu sur l'enquête extrême gauche, de pouvoir exister grâce à nos abonnés. Et ça, c'est important. C'est ce qui nous permet d'avoir la différence. Mais en même temps, quand vous avez des sources, quand vous avez des victimes, vous voulez que l'impact soit maximum. Et on prend trop de temps à négocier. Moi, je ne suis pas monsieur qui a fait aller voir tous les journalistes pour leur dire il faut que tu parles, etc. Et donc oui, j'ai voulu faire ce tweet sans les attaquer, sans les critiquer, pour commencer à sensibiliser les gens en leur disant à un moment, il va falloir aussi tous bosser ensemble. L'union des droites, c'est pas la fusion.
c'est pas que électoral, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est important, d'autant plus qu'on a des journalistes qui peuvent aller dans différentes rédactions, etc. Et que c'est ce que eux font à gauche. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui est, je pense, qui change un peu pour nous. On n'est pas le regard n'est pas du tout le même à notre sujet. Mais voilà, il faut que ça aille plus vite, il faut accélérer le temps, parce qu'on n'a pas 15 ans, quoi. Surtout que c'est vrai que quand on a tendance, parce qu'on se croise, forcément, les gens se doutent qu'on se croise, que ce soit à des événements ou autres, on est d'accord sur ce sujet-là, de toute manière, qu'il faut au contraire se rassembler et s'unir. Ah bien sûr, on est d'accord, etc. Mais il y a encore un petit côté, je pense, c'est le côté bourgeois de droite. Euh, et c'est cette envie aussi de monopole, ce manque peut-être parfois d'ambition aussi, parce que chacun est sur son créneau, et encore une fois, tant mieux. Mais voilà, je pense que ouais, il y a plus de choses à faire. Je pense aussi qu'un jour, il faudra être capable, avec les médias indépendants, c'est une idée que j'ai toujours eue, de se dire, il y a une enquête par an importante sur laquelle on mobilise chacun de nos médias, nos moyens, nos complémentarités, pour justement faire des choses. Ils le font à gauche, on voit parfois ils ont 200 journalistes sur les Panama Papers, etc. Sur Drahi, ils ont bossé entre Blast, Reflet Info et Street Press. Pourquoi pas nous ? On va remobiliser sur le cas des législatives. Un abonné nous a posé la question: à quoi doit-on s'attendre pour l'avenir du pays avec la constitution de cette nouvelle assemblée ? C'est plutôt inquiétant. Il va falloir voir si la France insoumise sera dedans. Je pense qu'il y a un certain nombre de lois qui vont justement passer. Ils vont foutre en l'air la loi immigration, ça c'est sûr. En fait, ils vont faire un deal sur l'économie. Ils vont faire le même deal que le RN aurait fait avec les élites en arrivant au pouvoir. Ce qui fait que les dits extrêmes peuvent arriver au pouvoir parce que les dits extrêmes ont des priorités qui ne sont pas les mêmes. La priorité de la droite, c'est l'immigration, puis l'économie. La priorité de la gauche, c'est les questions sociétales, puis l'économie. Donc ils vont avoir besoin, pour rassurer un certain électorat, de choses un peu clichés d'un point de vue économique. Et souvent, le plus facile, c'est non pas de proposer une loi, mais d'en enlever une. Donc la fin de la réforme des retraites. Ils vont faire sauter la fin de la réforme des retraites. Ça, c'est inévitable. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont passer à la hausse du SMIC ? Beaucoup plus compliqué. D'autant plus qu'ils se retrouvent dans la même logique qu'avait eu Bardella, c'est-à-dire qu'il faut se projeter uniquement sur un an. Il peut y avoir une dissolution dans un an. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en un an ? Et une loi, ça prend du temps. Par exemple, la loi euthanasie, c'est pas 6 mois. La dissolution a amené le fait qu'il y aura théoriquement pas de loi euthanasie, il faut 2 à 3 ans pour la mettre en place. Donc déconstruire, c'est plus facile que construire. Donc loi immigration, poubelle, réforme des retraites, poubelle. Et ensuite, ils vont nous faire de la com sur l'immigration, ils vont faire de la légalisation de migrants, etc. Parce qu'en plus, même dans le cadre d'une alliance tacite avec la Macronie pense exactement la même chose. D'un point de vue cynique, je dirais que ça va permettre de montrer le visage qu'ils ont. Ça va permettre aussi d'être dans une véritable opposition. La gauche, c'est mieux qu'un centre droit. Moi, la peur que j'ai justement avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la défaite du Rassemblement national, c'est qu'on commence à se dire, dans le fond, il n'y a que le centre droit qui peut gagner. Alors, entendons-nous, d'un point de vue intellectuel, c'est pas faux, il faut le centre droit. Une élection se gagne au centre. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi nos auditeurs se disent, Marine Le Pen doit avoir le même discours que les médias. Un média doit être plus radical. Nous, on est là pour montrer la vérité, etc. Le politique est là aussi pour être élu et faire 51%. Donc, il doit être plus modéré. Et l'ensemble, encore une fois, est complémentaire. Mais quand je parle du centre droit, c'est des gens comme Édouard Philippe. Ça serait une catastrophe, parce qu'eux se contentent de freiner. Ils n'accélèrent rien, mais ça nous conduit inévitablement dans la logique mondialiste, justement, et pro-migrant. Et donc, d'avoir une vraie gauche, c'est important. Là, on va voir ce qui est en train de se passer. Moi, c'est quelque chose que j'avais dit sur CNews, on se moquait de moi déjà il y a un mois, quand Hollande s'est lancé, je leur avais dit, voilà, Hollande qui se lance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on pense qu'il y a 3 blocs, Rassemblement national, bloc central et bloc d'extrême gauche. Il y en a un 4e possible. C'est les socialistes, les écologistes, jusqu'à Édouard Philippe, en passant par la Macronie. Et le fait que François Hollande revienne, qui est un peu toujours le premier secrétaire du Parti socialiste, un pro en combine, ça montre ça. Donc là, ils peuvent nous faire un gouvernement social-démocrate, on va bien voir, et mettre en place des lois social-démocrates. Ce qui va compter, ça va être le budget au mois d'octobre. Ça va être très technique, ça va être intéressant. Ce qui va compter, c'est la façon avec laquelle justement le Rassemblement national et Ciotti vont mener l'opposition, et comment Ciotti, avec son nouveau groupe aussi, va montrer une crédibilité économique importante,
qui n'aura rien à rougir avec le groupe de Laurent Wauquiez des Républicains. Donc voilà, Ouais. c'est un peu positif quand même s'il y a un aspect très négatif, les élus, les députés de la France Insoumise, etc. Là, j'essaye d'avoir plus l'analyse politique par rapport à la vraie échéance qui apporte des choses, c'est-à-dire la présidentielle de 2027. Et on suivra tout ça en Bien fin sûr. d'année, en même temps que donc, les élections presque aux États-Unis. Et donc, quand même, j'aimerais revenir à cette question. Penses-tu que le camp national l'emportera un jour? Je pense que oui. Déjà, sinon, je ne ferais pas ce métier, parce que ce métier consiste aussi à diffuser une forme de vérité et de l'information pour éveiller les gens. Et les gens, ensuite, s'ils sont éveillés, ils font un certain vote. Et ce vote-là, il est à droite. Est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, on verra. Mais bien sûr, je pense aussi que 2027, c'est quelque chose de possible. Parce que, quoi qu'on en dise, le Front républicain a été fracturé. Il a été utile là parce que c'est dans le cadre des législatives. Un mode de scrutin très complexe qui fait que vous retirez un candidat, etc. Et c'est plus compliqué. Et faire 51% sur une circonscription, c'est plus compliqué que pour une Marine Le Pen très connue de faire 51%. Donc pour 2027, c'est largement faisable, je pense, de gagner, parce que je ne crois pas dans le fait que les Républicains puissent avoir un candidat, parce que je pense que Macron sera un peu comme l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, après moi le déluge, il ne supporte pas avoir un successeur, et parce que la gauche est trop radicale. Et la gauche se construit plus sur une logique d'opposition et de chaos, qui peut être une bonne stratégie. Après, là, c'est là où ils sont divisés en ce moment. Il y a ceux qui se disent qu'il faut participer au gouvernement, et Mélenchon qui dit non, on a besoin d'être encore dans l'opposition, et presque une Marine Le Pen 2027 pour l'aider, parce qu'il mènerait la révolution dans la rue. En revanche, il y a un certain nombre de choses à faire. Je pense que le Rassemblement national doit professionnaliser beaucoup plus certains choix de candidats qui n'étaient pas forcément bien faits. En termes de programme, on a vu qu'ils n'étaient pas assez prêts. Je pense qu'on n'a pas assez de think tank autour du Rassemblement national. Je pense également que ça va se jouer sur la figure de Bardella et de Marine. Donc au bout du compte, peu importe ce qu'ils feront, passer de 49 à 51, ça sera eux. Donc il faut qu'ils puissent avoir du temps aussi pour continuer à travailler. Travailler, c'est pas juste reprendre les bouquins d'il y a 5 ans en 10 ans. C'est aussi pouvoir être au cœur de l'actualité. Ce qu'elle a toujours su faire, Marine, aux dernières élections, avec le pouvoir d'achat. Donc s'il y a de nouvelles thématiques qui émergent, de savoir aussi les prendre. Ça va jouer in fine sur sa personne, mais il faut une capacité à rassembler, une capacité à montrer aussi qu'ils sont entourés d'experts. Le travail législatif, là, il va être très important, justement, et d'éviter les divisions. Voilà, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure aussi un peu sur Reconquête, etc. La situation fait qu'il y a une situation de monopole de la part du Rassemblement national et qu'il faut construire les autres forces politiques en fonction de cela, sans que chacun se trahisse, parce que les gens sont là pour leurs électeurs. Conquête, les gens ont voté pour Zemmour, ils veulent que Zemmour soit Zemmour. Si Zemmour considère qu'être Zemmour, c'est faire ce qu'il fait, il a le droit de le faire. Si quelqu'un n'est pas content, il s'en va. Voilà, c'est la démocratie interne. Mais par exemple, voilà, Ciotti, ça va être intéressant de ce qu'il va faire. Justement, tu parlais de Reconquête. Que penses-tu de l'avenir du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, après ces élections législatives, en sachant qu'il y a Sarah Knafo qui est aujourd'hui élue députée européenne? Okay, ouais. Alors là-dessus, c'est une question complexe, moi, où j'assume complètement de ne pas donner mon avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je donnais mon avis, étant donné que je connais tout le monde dedans, ça démoraliserait beaucoup de gens. Parce qu'en fait, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Seule chose que je dirais, c'est que ceux qui se prétendent des chevaliers blancs n'en sont pas. Donc, ne prenez pas content quelqu'un qui va dire « moi je suis parfait, moi je voulais ça, l'autre voulait pas ». Ça n'existe pas. Mais, comme je l'ai dit, l'union des droites, c'est un état d'esprit. J'ai pas forcément trouvé judicieux que les gens rentrent dans les guerres des autres, ou nous, on a choisi, par exemple, de ne pas couvrir ce qui s'est passé. On n'allait pas commencer à prendre les infos qu'on connaissait du camp Marion Maréchal ou du camp Zemmour. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à rien. Ce qui compte, c'est chacun fait ce qu'il entend. Donc si quelqu'un voulait partir, il parte. Après, on peut critiquer la méthode, on peut critiquer la forme. Parce que je pense qu'il faut aussi respecter les électeurs, respecter les militants, des gens qui consacrent leur vie de façon bénévole, et que certaines choses qui ont été dites ou faites ont blessé, alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire de cette façon-là. Et il y a un devoir de s'imposer une forme de complémentarité. Moi, je trouve que Sarah Knafo, par exemple, a très bien fait pendant les élections législatives, en soutenant et en parlant sur les différents plateaux de télévision de la nécessité de dialoguer, etc. Après, Bardella, il fait ce qu'il veut aussi.
Ça, c'est la politique. Et je pense que Reconquête, de toute façon, le coup d'être enterré politiquement, ça n'existe pas. Éric Zemmour n'est pas enterré. Éric Zemmour a de la ressource, il est là depuis longtemps. Après, est-ce qu'il va se projeter comme un candidat à la prochaine présidentielle, comme une force politique d'appoint, comme une sorte de lanceur d'alerte, comme une sorte de think tank, d'agite propre? Ça, c'est eux qui vont décider. Il faut que ça leur corresponde. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est se retrouver en 2027 avec des guéguerres internes. Ça, c'est fondamental. Et il faut savoir passer au-dessus. Moi, je trouve que parfois, il y a des logiques de violence et de haine dans ces milieux qui sont aberrants. Moi, j'ai été il y a quelques années chez les Républicains. Les Républicains se détestent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont balancé les histoires Kadhafi et ils arrivent quand même à travailler ensemble. Là, pour des histoires de bisbilles ou autres, ils se foutent sur la gueule. C'est un problème. À gauche, vous le voyez, à gauche, on passe notre temps à penser qu'ils ne s'entendront pas. Je sais qu'ils s'entendent. Pourquoi? Parce qu'ils savent s'engueuler et après s'entendre. Nous, on a... Et parce qu'en fait, chacun veut convaincre l'autre qu'il est parfait, que c'est un saint, etc. Et il ne faut pas être dans cette logique-là. Et il ne faut pas non plus que les adhérents, les mobilisés, les sympathisants, les militants poussent à la radicalisation des autres. Encore une fois, il faut toucher toutes les strates de la société et il faut tout le monde. En revanche, nous, de notre côté, on ne rentrera jamais dans ces guerres. Ça, c'est fondamental. Même si certains le savent, j'ai plus d'amitié pour les uns que pour les autres. Mais nous, par exemple, il y a des gens avec qui on a des conflits, avec qui ils nous ont fait des crasses, ils nous ont fait des saloperies, mais on couvre, on les couvre, on fait les sujets, c'est jamais notre sujet. On relaie tous ceux qu'il faut relayer, etc. En fait, on ne pense pas en fonction de ça. Marie, on me dit, ah tiens, t'as couvert un tel et tout. Je dis, ben, on a un média en fait. On n'est pas là pour commencer à... Et donc, c'est important de se mettre dans cet état d'esprit, y compris notre audience, qu'ils comprennent que voilà, on n'est pas là pour soutenir un camp, on est là pour soutenir un camp au sens large. Un camp d'idées, et c'est d'abord le camp de la France. Voilà, après, on essaie juste de ne pas rentrer dans certains trucs, parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre de savoir qui s'entend bien avec qui. C'est pas ça le sujet. Pas ça le sujet. Et d'abord, le premier ennemi, c'est la gauche. On arrive à la fin de cette FAQ. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos abonnés et à ceux qui nous regardent de manière générale? Ben déjà, je voulais les remercier. J'espère que je n'étais pas trop long, un peu fatigué, mais les remercier parce que qu'ils aient conscience qu'à chaque fois que c'est difficile, on le dit bien en réunion, on dit en fait, il y a nos abonnés qui sont derrière. On reçoit des courriers adorables. Je peux parler aussi d'une dame, on était à Nation cette année, et en fait, on a le syndic, une partie du syndic qui s'est ligué et qui ont fait des courriers à notre propriétaire pour lui demander de nous virer. C'était dur. Alors que vous venez de vous installer, vous avez payé des frais, et vous dites, voilà, les gens ne nous aiment pas. Et il y a une dame, notre voisine, qui est venue nous voir et qui nous a dit, vous savez, on est avec vous. Elle nous a fait un chèque et elle descendait souvent nous voir et elle disait, il y en a marre, etc. Et en fait, ils se sont retrouvés avec la moitié de l'immeuble qui en fait a pris notre descente, des gens qui ne nous connaissaient pas à la base et qui ont dit, en fait, c'était jeunes, ils sont super, la liberté de la presse, etc. Et en fait, ça a fait du bien. Et il y a vraiment des moments où à chaque fois, moi je lis absolument tous les mails qui sont envoyés, tous les courriers. Vincent qui fait un super travail sur le SAV, parce qu'il y a un travail là-dessus de gestion. Nos abonnés, il est fondamental. Et on est à leur service. Et on y est. Et ça, il faut en avoir conscience. Et je pense qu'on essaye aussi d'être leur porte-voix. Mais ce qu'ils vont nous donner, même en confiance, en reconnaissance, c'est extra. Moi, j'adore me balader, aller en France où je ne suis pas non plus connu, mais où parfois, vu qu'on va être dans certains endroits où il y a des gens plutôt de droite, ils vont venir nous voir, etc. On va parler et c'est extrêmement agréable. Et j'aime pouvoir monter et construire le bébé de notre média ensemble. Et ça, c'est super important. C'est un aspect, encore une fois, qui est communautaire et qui est fondamental. Et donc ça, je veux les remercier pour tout ce qu'ils donnent de ce côté. Et d'ailleurs, je voudrais dire que la majorité de nos abonnés, etc., sont des gens à la base qu'on ne connaît pas. Je le dis parfois dans l'équipe, je leur dis, vous savez, tous les amis, les Parisiens et tout, ils disent c'est super ce que vous faites, mais c'est pas forcément eux qui, quand je vois la liste, qui sont abonnés, etc. Et ce sont des gens qui sont au fin fond de la campagne, etc., et qui en fait demandent rien, qui connaissent pas les autres, etc., mais on est leurs représentants, et ça c'est génial. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup Eric. Et je félicite aussi bien sûr l'équipe qui a fait un super travail,
qui travaille encore beaucoup et qui a beaucoup de projets pour la rentrée. Donc, c'est de la pression, mais qui aime beaucoup aussi s'engager et s'améliorer à chaque fois, parce qu'on est toujours en formation aussi. Donc, Avec plein de projets. Donc voilà. Beaucoup de projets. Donc je vous invite à vous continuer de vous abonner sur cette chaîne YouTube et à surtout précommander le magazine qui va sortir la semaine prochaine, donc vendredi 19. Voilà. Et si vous voulez vous abonner, c'est moins cher à l'abonnement. N'hésitez pas à le faire. Parce qu'encore une fois, nous, à chaque fois qu'on passe un step d'abonnés, ben on y arrive. Vous pouvez recommander aux autres aussi de le faire. Voilà. Et aller en kiosque aussi. Et aller voir le kiosquier, dites-lui, ce mag, il est super, mettez-le en avant. Voilà. Ça compte vraiment, ça. Et il faut y retourner la semaine prochaine s'il n'y en a pas, parce que parfois, ils sont exactement. out of stock. Et parfois, quand vous leur demandez, en fait, ça nous remonte. Et après, on sait dire, on met des magazines dans cet endroit. Et si vous avez, j'en profite pour les petites annonces, si vous avez un kiosque à côté de chez vous, vous savez que vous avez des amis qui veulent l'acheter à chaque fois et il n'y est pas, nous envoyez un mail. À partir du moment où on sait que nous, on met au minimum 5 magazines dans un kiosque. Donc si on sait qu'il y a 2-3 personnes qui sont intéressées, on dira à notre réseau, envoyez des magazines là-bas, parce qu'on ne va pas les envoyer dans tous les endroits, sinon il y a des pertes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes des relais. Et c'est comme sur l'appel aux sources, on a une adresse ProtonMail pour sécuriser, à continuer à donner des éléments, etc. Voilà, construire tout ensemble, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette FAQ et on se retrouve à la rentrée du coup avec, j'espère, un nouveau studio, sauf si on se plante complètement. Voilà. On n'espère pas. Bonnes vacances à tous. Merci Louise et à très bientôt. À bientôt.